Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce point presse INRAE sur nos priorités stratégiques. Donc, je suis très heureux d'être en connexion avec vous pour vous présenter nos grandes orientations. Il est encore temps, en cette fin du mois de janvier, de vous souhaiter à toutes et tous une belle année, une bonne année, malgré le contexte très compliqué dans lequel nous évoluons avec la Covid-19. Je suis accompagné aujourd'hui des membres de la direction générale d'INRAE, donc que vous voyez probablement dans la mosaïque. Patrick Flammarion, le directeur général délégué à l'expertise et l'appui aux politiques publiques. Fabrice Marty, directeur général délégué aux ressources. Carole Caranta, directrice générale déléguée adjointe à la science et à l'innovation, qui remplace Christine Cherbu, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et Jean-François Soussana, le vice-président d'INRAE pour l'international. Donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelques points concrets, des modalités pratiques. Vous avez un onglet questions pour les journalistes que vous pouvez utiliser au fil de l'eau pendant la présentation. C'est sympa de rappeler le média que vous représentez, évidemment. Et puis, les participants vont pouvoir liker ou puceoyer en bon français les questions qui les intéressent aussi pour les faire remonter en priorité. C'est celle-là qu'on traitera en premier dans la seconde partie de notre échange pour fixer les idées. Normalement, notre présentation initiale, elle dure pas plus de 30 minutes, ce qui laisse 30 minutes d'échange pour traiter les questions ensuite. Alors, le document qui est support de ma présentation, il sera envoyé sous une version enrichie WebDoc à tous les journalistes. Et vous pourrez aussi revoir en replay la conférence. Et puis enfin, tout sera mis en ligne sur le site web d'INRAE. Alors, pour nous mettre un peu dans le contexte et l'ambiance de cette présentation, j'ai souhaité vous représenter le film qui présentait INRAE, la création d'INRAE, le 1er janvier, enfin, le début janvier dernier, il y a juste un an, puisque nous avions mené à bien une fusion entre l'INRA et IRSTEA, et nous avions créé au 1er janvier dernier INRAE avec un petit film qui présentait à la fois l'ambition, le sens de cette fusion. Et vous allez voir dans ce court film, qui fait un peu plus de 2 minutes 30, à la fois les enjeux auxquels nous devons répondre, la recherche doit répondre, et puis un peu qu'est-ce qui nous inspire et quelle est notre ambition. Donc, on lance le petit film. En 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur notre planète. Malnutrition, dérèglement du climat, déclin de la biodiversité, raréfaction des ressources fossiles. Ces menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde sont autant de défis à relever. L'agriculture a toujours été un enjeu majeur pour l'humanité. Notre alimentation a des impacts sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Produire des aliments mobilise des ressources précieuses qui deviendront de plus en plus rares. Il nous faut donc inventer l'agriculture et l'alimentation de demain. Une agriculture qui s'adapte au changement climatique, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des pesticides. Une agriculture performante économiquement, socialement, toujours respectueuse de la santé et de l'environnement, mais aussi soucieuse des animaux et de leur bien-être. Une agriculture qui engage dans les territoires une transition de tous ces modèles de production. Une transition vers l'agroécologie. Une transition vers des régimes alimentaires sains et durables. Une transition vers une alimentation de qualité, adaptée à tous les âges de la vie. Il nous faut aussi protéger et restaurer notre environnement. Préserver l'eau, l'air, le sol, la forêt, la biodiversité. Anticiper et maîtriser les risques environnementaux et sanitaires. Favoriser une économie positive et responsable, basée sur des ressources renouvelables. En France, dans un nouvel institut de recherche, des femmes et des hommes produisent des connaissances pour relever ces défis et réussir ces transitions. 12 000 personnes qui travaillent avec humilité et ambition sur l'ensemble du territoire. Connectés avec les écoles, les universités et les meilleurs laboratoires du monde, leur horizon, c'est notre planète. On n'a jamais eu autant besoin de recherche. Une recherche indépendante, éthique, au meilleur rang mondial,
Une recherche interdisciplinaire qui dépasse les limites de la connaissance. Une recherche qui utilise les dernières avancées technologiques et numériques. Une recherche menée avec les acteurs de terrain, source d'innovation et de solutions, pour nous accompagner dans un monde en profonde évolution. Notre futur s'écrit maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Alors. Voilà, je pense que ça va. Là, vous m'entendez? Il y a eu... Et là. C'est bon. Voilà. Donc, excusez-moi. Le bruit, ça doit être le bruit des questions qui arrivent, ou des témoignages. Bon. Voilà, donc depuis l'année qui s'est écoulée, on a à la fois évidemment consolidé la fusion entre INRA et IRCEA au sein d'INRAE, déployé les collectifs, les nouveaux outils, et puis on a engagé cette mobilisation, d'abord interne puis externe, de nos agents puis de nos partenaires autour du projet stratégique. Il nous paraissait évidemment indispensable d'avoir un nouveau projet qui soit à la fois à l'échelle, au périmètre du nouvel établissement INRAE, avec toutes ses compétences, et puis qui réponde aux enjeux et aux défis que vous avez vus, les enjeux de la sécurité alimentaire, du changement climatique, de la biodiversité, de la santé. Et donc, ça a été finalement ce qui nous a mobilisé une partie de l'année, malgré la pandémie et malgré la gestion qu'il a fallu faire dans les conditions de sécurité sanitaire de nos collectifs. On a recueilli plus de 2600 contributions internes des agents qui ont été mobilisés en présentiel et en numérique. Et puis, on a aussi sollicité nos partenaires, les parties prenantes, comme on dit, les partenaires sociaux, économiques, associatifs, et puis nos grands partenaires scientifiques internationaux. Alors, ce que je vais maintenant vous présenter de façon la plus concrète possible, c'est 5 grandes orientations scientifiques et 3 orientations de politique générale qui vont structurer finalement la feuille de route de notre établissement pendant les 10 prochaines années. Je vais commencer par les orientations scientifiques. La première qui vise à répondre aux enjeux environnementaux qu'on a vu évoquer dans le film, qui sont nombreux, le défi du climat, du dérèglement climatique, les difficultés de la biodiversité au plan mondial et aussi au plan local, les risques qui sont liés à ces enjeux environnementaux, les risques naturels et les risques sanitaires, tout ça devient une priorité forte du nouvel établissement. Donc, on va travailler à la fois sur le changement climatique, la biodiversité, comment on peut, à partir d'une bonne connaissance du vivant, qu'il soit végétal, animal, trouver des solutions qui vont être des solutions pour l'agriculture et pour la forêt pour s'adapter au dérèglement climatique, pour limiter l'impact aussi sur le climat et sur la biodiversité, et puis comment on peut mieux comprendre et mieux gérer les risques naturels et climatiques. Un exemple ou deux de cette orientation scientifique s'illustre avec le lancement d'un métaprogramme sur la biodiversité, le métaprogramme BioCFR qu'on va lancer cette année en 2021. Alors les métaprogrammes, c'est quoi? C'est des outils que nous avons mis en place au sein d'INRAE qui visent à favoriser les recherches interdisciplinaires sur des grands enjeux. Donc on finance avec des appels à projets internes nos équipes des différents départements pour qu'ils travaillent ensemble sur des approches innovantes. Et donc le métaprogramme sur la biodiversité, BioCFR, il va pouvoir soutenir toute une série de projets. Pour vous en donner un exemple concret parmi d'autres, le projet Aqualand, qui avait été engagé et qui va se poursuivre, étudie la contribution des insectes aquatiques dans les rivières à la fourniture de services écosystémiques pour l'agriculture.
Ça peut paraître étrange, mais il est maintenant montré que les insectes aquatiques vont avoir un rôle très important, à la fois parce que c'est un flux nourricier dans les écosystèmes agricoles qui vont s'intégrer finalement dans le développement de la biodiversité, et jusqu'à 50 mètres autour des cours d'eau, ils vont contribuer à la fertilité des sols, à la pollinisation, à la régulation des ravageurs des cultures. Et ils vont aussi avoir un enjeu environnemental, un impact positif, en exportant, en consommant finalement des effluents organiques dans les rivières. Ils peuvent contribuer à exporter près de 20 tonnes de nitrates par an dans le territoire pilote que nous avons étudié en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Donc voilà, c'est un exemple de recherche pluridisciplinaire qui pourront être menées grâce à ce métaprogramme. Deuxième métaprogramme lancé en 2021, le métaprogramme Climae, qui va étudier la façon d'adapter au climat futur notre agriculture et notre secteur forestier. On sait que les évolutions sont fortes, et ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir dresser des scénarios agroclimatiques à l'horizon 2030 et au-delà, 2030 vers 2050, pour dans chacun des grands territoires de notre pays être capable ensuite de travailler avec les acteurs sur des scénarios d'adaptation. On peut passer à la seconde orientation scientifique, l'accélération des transitions agroécologiques et alimentaires, évidemment un enjeu majeur pour l'agriculture et le système alimentaire de notre pays, et c'est un enjeu pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Et INRAE, dans son positionnement international, va le jouer à ces différentes échelles. Donc, ce qui est important dans cette orientation scientifique, c'est qu'on veut contribuer à une accélération des transitions en transférant des résultats de recherche vers l'innovation, vers l'impact, l'appui aux politiques publiques, et on va aussi beaucoup travailler sur les enjeux économiques et sociaux qui peuvent être des verrous ou des accélérateurs au changement. Ça va toucher à la fois l'autonomie des secteurs, la souveraineté alimentaire, on pourrait dire, et l'autonomie des secteurs agricoles en France et en Europe, notamment l'autonomie fourragère, la progression vers des agricultures sans pesticides de synthèse, la transition des filières animales vers plus de bien-être animal, meilleure rémunération pour les éleveurs, un moindre impact environnemental, et puis en lien avec la qualité des régimes alimentaires, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas réussir la transition agroécologique si on n'est pas capable en même temps de faire bouger l'ensemble des systèmes de transformation alimentaire, et si on ne connecte pas les régimes alimentaires dont ont besoin nos concitoyens avec la diversification notamment des rotations agricoles. On pourra y revenir dans les questions, mais on voit bien que les protéines végétales, qui est un gros enjeu à la fois pour l'autonomie de notre élevage, mais aussi pour l'alimentation humaine, combinent l'intérêt de contribuer à une dimension agroécologique et à apporter des régimes alimentaires sains et durables. Alors, deux exemples concrets sur la partie des produits phytosanitaires, qui est évidemment un enjeu très important pour notre société. On est en train de préparer un grand programme européen sur la réduction des produits phytosanitaires dans le cadre du Green Deal et de la stratégie Farm to Fork. Son petit nom de code, c'est LIMA, comme Less Inputs and More Agroécologie. Il va être déposé très prochainement à la Commission européenne, donc on n'est pas sûr qu'il sera sélectionné, il y a une forte concurrence, mais il est emblématique de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, c'est des sujets qu'on ne peut pas travailler qu'au niveau français, il faut les travailler au minimum au niveau européen, et on a mobilisé près de 58 partenaires dans 16 pays européens qui vont s'engager avec nous pour réduire à la fois les fertilisants, les produits phytosanitaires dans toutes les grandes filières. On va travailler sur les grandes cultures, sur la vigne, l'arboriculture, mais aussi sur les systèmes prairiaux pour l'élevage, et on va le faire au niveau de la parcelle et au niveau des territoires en associant les agriculteurs et les entreprises. Donc, c'est une approche extrêmement innovante. On attend les résultats de l'appel d'offres européen en juillet, et si tout va bien, le programme démarrera en octobre. Deuxième exemple qui, lui, est déjà sélectionné par l'Europe, il a été retenu au mois de décembre 2020, donc très récemment, c'est le projet IPM Works, Integrated Pest Management, donc le management intégré des ravageurs. Alors, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il mobilise des agriculteurs à l'échelle européenne, un peu dans la démarche des fermes défis que certains d'entre vous connaissent en France. On a 3000 fermes pilotes défis dans le cadre de la réduction des phytosanitaires où on teste nos solutions en vraie grandeur. Et ça, maintenant, on va le déployer en Europe. 31 partenaires, 16 pays européens. C'est un programme, je pense, qui va avoir un impact très fort.
Alors, je vais profiter de cette diapositive pour vous rappeler qu'on a d'autres événements qui sont prévus. Le lancement d'un métaprogramme sur la bio qui accompagne le changement d'échelle de la bio. Le programme MétaBio a été lancé en 2019, mais il va se déployer encore un peu plus en 2021. On prévoit un colloque international agriculture biologique en France en septembre 2021 et ça sera l'occasion de revenir vers vous pour vous présenter justement tout ce qui se passe sur la bio. Diapositive suivante, troisième grande orientation scientifique autour de la bioéconomie. On veut favoriser une bioéconomie qui soit basée sur une utilisation sobre et circulaire des ressources. Je dois rappeler que dans les 10 et 20 prochaines années, on va avoir non seulement le défi de la sécurité alimentaire au niveau de la planète et au niveau de nos territoires à satisfaire, donc nourrir 9 à 10 milliards d'habitants, comme le rappelait le film, mais il faut aussi qu'on accompagne la décarbonation de l'économie. Donc le fait qu'on diminue l'utilisation du carbone issu de la pétrochimie pour réduire l'impact sur l'effet de serre et parce que les ressources vont être en tension, va faire un appel, une forme d'appel d'air sur la biomasse. Et donc on sait qu'il va falloir développer des nouveaux usages pour la biomasse agricole et forestière sans mettre en danger le débouché alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif à une bioéconomie sobre qui maximise à la fois les coproduits, les résidus dans ces boucles de valorisation. Alors pour prendre justement des exemples de ce type de recherche qu'on va mener, le métaprogramme Better qui vient d'être lancé en 2020, bioéconomie pour les territoires urbains, va justement favoriser des recherches interdisciplinaires qui vont essayer de répondre aux besoins des territoires urbains à partir des ressources qui sont déployées dans les territoires ruraux, avec quelques exemples, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, là, j'avais envie de vous parler du projet mené avec la société Carbios, qui est une société française de chimie verte qui est issue des recherches INRAE et CNRS, qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la plasturgie bio, de la bioplasturgie. On a développé une nouvelle enzyme qui peut maintenant dépolymériser par voie biologique tous les déchets plastiques en PET, et ce qui va aussi permettre leur recyclage en nouvelles bouteilles. Deuxième exemple, le réseau Reuse in Cities, c'est un réseau qu'on monte avec à la fois la recherche et les collectivités locales et les villes pour les encourager à réutiliser les eaux usées traitées pour pouvoir les recycler, par exemple pour l'agriculture, mais pas uniquement, et puis pour récupérer au moment où on fait ce traitement des eaux, des nutriments ou des molécules d'intérêt qui peuvent être dans les eaux, qui vont être revalorisées, ce qui va à la fois créer de la valeur économique et en même temps réduire la charge qui va ensuite devoir être dépolluée. Diapositive suivante, quatrième orientation scientifique, une approche globale de la santé. On avait engagé cette thématique avant la pandémie du Covid-19, pardon, et évidemment, c'est amplifié par ce qu'on est en train de vivre. On ne pouvait pas imaginer, je pense, les uns et les autres, une telle pandémie, mais on avait déjà travaillé sur l'approche One Health, donc le lien entre la santé animale, la santé végétale, la santé humaine, et de plus en plus aussi sur le lien entre cette santé humaine, cette santé animale et la santé de l'environnement. Et on a pu le voir, et je vais vous donner un exemple, combien ce lien était intime. Et donc, on a besoin d'une approche globale. Et INRAE, avec son périmètre de compétences, qui va de l'agriculture à l'environnement et à l'alimentation et à la santé, est très bien placé pour apporter des solutions. Dans cet axe, on va retrouver également tout le travail sur les pollutions, les contaminants qui peuvent impacter l'homme ou la femme tout au long de la vie. C'est la notion d'exposome et on a des recherches très intéressantes à conduire. Et puis aussi, bien sûr, le lien entre la nutrition, l'alimentation et la santé, qui est un axe majeur pour INRAE. Alors, deux exemples. Le premier que vous avez probablement vu évoqué par le président de la République à l'occasion du récent One Planet Summit, c'est le lancement d'un projet Présode pour la prévention des zoonoses que nous avons co-construit dans un temps court, depuis l'été dernier,
INRAE avec le CIRAD et l'IRD, en associant les partenaires européens les mieux positionnés sur ces sujets d'approche globale de la santé, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et puis, progressivement, dans le courant de l'automne, on a réussi à mobiliser des partenaires dans le monde entier. Et donc, on a aujourd'hui près de 400 participants dans 50 pays issus des 5 continents qui sont prêts à s'engager avec nous dans ce projet Présode qui a été donc labellisé One Planet Summit. Donc, il va falloir travailler sur la compréhension des liens entre les fragmentations de la biodiversité, l'accélération des émergences, le passage des virus de la faune sauvage vers l'élevage ou directement vers les hommes, et pour essayer de réduire ensuite ces causes d'émergence, mieux les comprendre dans le monde entier. C'est un très gros projet qui est extrêmement intéressant. Un deuxième exemple de cette orientation scientifique, plus axé sur le lien entre l'alimentation et la santé, c'est le projet French Gut, donc microbiote français. Pourquoi French Gut? Parce qu'on s'insère dans un programme mondial qui est mené avec des collègues du monde entier, qui vise à séquencer et analyser 1 million de métagénomes humains sur la planète. Et pour notre part, INRAE, on va piloter le séquençage et l'analyse du microbiome intestinal de 100 000 citoyens français. Donc, l'idée de ce projet, qui sera prochainement détaillé et présenté à la presse, c'est de connaître le microbiote de 100 000 sujets qui vont représenter la diversité des âges, du nouveau-né jusqu'aux personnes âgées, et qui vont à la fois regarder les individus sains et des individus qui présentent des maladies diverses. Et ça va être évidemment extrêmement intéressant pour mieux comprendre les interactions entre la situation du microbiote, la santé, et ça peut nous aider aussi à développer ensuite avec les entreprises partenaires et les autres organismes de recherche, au premier rang desquels, bien sûr, l'INSERM, avec lequel on est en train de préparer aussi un programme qui pourrait être un futur programme prioritaire de recherche, pour essayer de trouver les futurs produits alimentaires qui pourraient avoir une action favorable sur la santé de nos concitoyens. Cinquième et dernière orientation scientifique, qui elle est plus transversale à l'ensemble des 4 que je viens de présenter, c'est la mobilisation de la science des données, du big data, les technologies du numérique au service de ces transitions. C'est vrai dans l'ensemble des secteurs de recherche, mais tout particulièrement dans nos domaines, on a des jeux de données de plus en plus importants à mobiliser, à traiter. Et ça suppose des investissements majeurs, à la fois en mathématiques, en bioinformatique, dans la capacité à produire à la fois des algorithmes qui vont nous permettre de décrypter ce qui se passe dans ces jeux de données, mais aussi de façon plus appliquée dans des capteurs, des systèmes d'acquisition d'informations. Et on va aller évidemment jusqu'au transfert vers les secteurs économiques et notamment le fait que les agroéquipements de demain vont intégrer ces données. Donc là, il y aurait beaucoup d'exemples à citer. Je vais en prendre un qui est plutôt dans le secteur de la télédétection. INRAE est devenu, avec la fusion INRAE-RCA, un acteur majeur de la télédétection et on a des partenariats avec les grands acteurs de cette recherche, le CNES, Météo France, l'IGN notamment, pour avoir une mobilisation des données, notamment satellitaires, qui nous permettent d'observer tout ce qui se passe sur les surfaces continentales et évidemment dans les sujets qui nous intéressent. On peut acquérir des images de très haute résolution, notamment avec le portail Dynamis, qui va nous permettre ensuite d'avoir des utilisations à la fois pour la recherche, mais aussi pour l'aménagement, la planification territoriale, le suivi ou la gestion environnementale. Pour vous donner quelques exemples très variés, on va pouvoir surveiller de façon beaucoup plus précise l'évolution des glaciers et l'observation des impacts écologiques sur ces derniers, mais on va aussi pouvoir suivre de façon précise l'évolution du paysage français, à la fois naturel et artificiel. Comment progresse l'artificialisation des sols? On sait que c'est un enjeu majeur pour l'avenir de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. On pourra le faire à un niveau extrêmement fin, suivre des grands travaux d'aménagement du territoire, le Grand Paris, le développement du pôle Paris-Saclay. Donc, on peut vraiment travailler avec ces outils à toutes les échelles. Alors, je vais maintenant aborder les orientations de politique générale qui vont compléter ces orientations scientifiques. La première vise à placer la science, l'innovation et l'expertise au cœur de nos relations avec la société. On a
cette vocation, INRAE, est à être au meilleur niveau de la connaissance scientifique internationale, et c'est évidemment la motivation forte de nos chercheurs, mais aussi d'être très engagé dans l'impact et dans le transfert des résultats de la recherche, et on est attentif à ce que sur toutes ces orientations scientifiques, on garde cet équilibre. Le meilleur niveau scientifique, l'implication renforcée vers l'innovation, l'appui aux politiques publiques, l'expertise, on est de plus en plus sollicité en France, en Europe et dans le monde par les pouvoirs publics pour éclairer et faire des propositions en termes de politique publique. C'est le cas de la PAC, c'est le cas de la FAO, c'est le cas de la Banque mondiale. Et donc, c'est un enjeu majeur. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine de l'innovation. On a beaucoup d'outils pour faciliter l'innovation, notamment dans le secteur agricole. On a des accords avec les instituts techniques. On a mis en place une cellule innovation transfert avec les chambres d'agriculture et les instituts techniques. Mais là, on va développer des outils de laboratoire partenarial associés. On en a beaucoup dans le secteur public, avec les universités en France et dans le monde. Là, on va pouvoir le faire aussi avec des partenaires qui ne sont pas du secteur de la recherche. Ça peut être des partenaires associatifs, comme ça peut être des partenaires privés, avec des partenaires qui ont la même vision que nous d'un sujet de recherche, et on va s'engager sur plusieurs années à partager et à investir ensemble dans un laboratoire. Donc, 5 projets de laboratoires partenariaux sont envisagés et sont en cours de montage. Pour ne donner qu'un exemple, un projet qui va se mettre en place en Bretagne avec Terrinovia pour étudier, justement, on parlait des protéines végétales, la façon d'augmenter la production de protéines végétales en France, comment réduire en même temps l'utilisation des intrants et favoriser les pratiques agroécologiques des agriculteurs. Et les autres projets vont toucher à la fois de la recherche fondamentale en génomique, la nutrition animale, mais aussi la surveillance de la qualité des eaux ou des rejets de polluants dans les rivières. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième orientation de politique générale, très importante évidemment pour INRAE. C'est un institut qui est ouvert et qui, même avec ses 12 000 agents très compétents mobilisés sur les sujets, ne pourra pas répondre à ces défis si on restait tout seul dans notre coin. Et donc, on va renforcer dans les prochaines années nos partenariats académiques avec les universités et les écoles en France. C'est vraiment un enjeu prioritaire. Et puis, on va consolider nos partenariats européens et internationaux. On est le premier organisme de recherche dans notre domaine sur les appels d'offres européens et on entend le rester en développant des partenariats. J'ai donné un exemple tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, au niveau mondial, on a mis en place ces dernières années une stratégie internationale assez volontaire pour développer des partenariats avec les meilleures équipes sur la planète. Et on va, je vais vous donner un exemple, conforter cette dynamique. Alors, pour la partie partenariat dans les sites universitaires, on a travaillé ces dernières années avec les grandes universités françaises et les écoles pour croiser nos priorités. En fait, confronter notre stratégie scientifique avec les attentes et les projets des universités pour essayer de mettre en place des stratégies de site, comme on dit dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on a été un des acteurs, avec les autres organismes de recherche nationaux, très engagés. Ce que je voudrais faire maintenant, ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de développer des programmations, un engagement de moyens partagés sur ces objectifs. On a signé un premier accord à la fin de l'année dernière avec l'Université de Côte d'Azur et on va essayer de déployer ça dans les prochains mois avec d'autres grandes universités en termes de ressources humaines, en termes d'investissement dans les infrastructures. C'est comme ça, et la loi de programmation de la recherche qu'a piloté Frédéric Vidal va nous y aider finalement en nous donnant une meilleure visibilité sur nos moyens. Deuxième exemple à toute autre échelle de cette orientation de politique générale, cette volonté d'ouverture, l'engagement et les partenariats avec le CIRAD, qui est, j'allais dire depuis toujours, un partenaire de l'INRA à l'époque et puis maintenant d'INRAE. Jusque-là, on avait une forme de spécialisation. L'INRAE au nord, sur les agricultures, on va dire tempérées, le CIRAD sur les agricultures tropicales. Alors évidemment, ça va continuer de façon majoritaire, mais on se rend bien compte qu'on ne peut plus rester avec cette ancienne division du travail et qu'il y a des enjeux, notamment en Afrique, mais dans l'ensemble des pays du Nord et du Sud, qui sont des enjeux convergents. Le carbone dans les sols,
la nutrition, les problématiques de biodiversité. Il y a plein de sujets qui nécessitent qu'on soit beaucoup plus présent et ça va être le cas en Afrique avec un programme de travail conjoint qu'on est en train de finaliser avec les équipes du CIRAD. Troisième et dernière orientation de politique générale, là on est dans le domaine, on va dire plutôt du management, de la transformation de l'établissement lui-même. On a souhaité et on va engager une démarche RSE très ambitieuse, responsabilité sociale et environnementale, à la fois pour conforter ce qu'on sait faire et qu'on fait bien en termes, je pense, à la fois de management, de qualité de vie au travail, de gestion des ressources humaines et en amplifiant une dimension plus environnementale, de réduction de notre empreinte, à la fois de notre empreinte carbone et plus globalement de notre impact sur l'environnement. Ça a été vraiment un sujet qui a remonté de la consultation interne auprès des agents sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Et les chercheurs, comme les citoyens, ont envie de s'engager. Donc ça sera un chantier majeur pour nous dans les prochaines années. Un exemple de cette dimension globale, du social et de l'environnemental, avec la démarche de labellisation égalité et diversité que nous avons obtenue en 2020. On venait à peine d'être créé dans le nouveau périmètre INRAE et on était le premier organisme public de recherche français à avoir cette double labellisation, à la fois sur l'égalité professionnelle, la diversité et la lutte contre toutes les discriminations et la défense de la parité. C'est une labellisation Alliance que nous a décerné l'AFNOR. Donc on va maintenant faire vivre cette démarche de labellisation. On est en train de boucler les commissions d'avancement dans le grade le plus élevé de directeur de recherche première classe au sein d'INRAE et je pense que pour la première fois, on le dira quand les résultats seront consolidés, on aura une part importante et probablement majoritaire de femmes qui accéderont à ce grade. Donc ça, c'est une mobilisation qui continue et donc on va le compléter avec cet engagement environnemental. On a déjà mobilisé nos centres pour répondre au plan de relance avec la volonté de réduire notre empreinte carbone et de rénover nos bâtiments. On a 13 centres sur 19 qui vont être mobilisés, 55 projets qui ont été retenus et on veut aller maintenant plus loin en allant vers une labellisation qui sera une labellisation RSE. Voilà, avec la dernière diapositive, je vous remontre ce que je vous avais présenté au début, c'est-à-dire ces 5 orientations scientifiques, ces 3 orientations de politique générale. Alors, c'est une feuille de route, vous pourriez qualifier d'assez globale, mais elle est très importante pour nous parce que nous allons maintenant la décliner de façon concrète dans les stratégies scientifiques et les programmes de tous nos départements de recherche et on va la décliner aussi dans tous nos partenariats, que ce soit avec les autres universités, les écoles, les entreprises. Et puis, on aura, dans le courant de l'année, évidemment, à travailler sur un projet de contrat d'objectifs et de moyens avec nos ministères de tutelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, voilà, c'est un socle sur lequel on va construire finalement l'action de nos prochaines années. Je vais donc maintenant, avec mes collègues directeurs généraux délégués et vice-présidents, répondre à toutes vos questions qui ont dû arriver sur le chat. Et je vais, merci beaucoup, essayer de prendre dans l'ordre. Alors, sur la première question de Florence Rabu, végétable, à propos du projet Lima, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de projets lancés, notamment dans la filière fruits et légumes, et comment piloter la performance en mobilisant autant de ressources et de pays, comment se coordonner au mieux et qui porte le projet? Alors là, c'est une question qu'on va peut-être se partager. Je ne sais pas si Carole Caranta veut donner des exemples concrets des projets qu'on a pu lancer déjà avant le projet Lima sur les filières fruits et légumes. Il se trouve que Carole pilote à l'Institut Carnot avec les filières végétales et pourra peut-être nous donner des exemples. Peut-être ensuite, Jean-François, tu pourras compléter avec ton expérience aussi des programmes européens et internationaux sur comment on peut piloter un projet avec autant de pays engagés. Et puis, si besoin, je compléterai. Carole? Oui, merci Philippe. Alors,
je ne vais pas donner des exemples concernant le projet Lima, dans la mesure où c'est un projet en construction et donc il n'est pas encore, il ne porte pas encore de projet en propre. Par contre, on peut citer des projets qui sont soutenus dans différents cadres. J'en vois au moins deux. Le premier, et comme vous le savez certainement, INRAE porte un programme prioritaire de recherche qui a été lancé en 2019, qui s'appelle Cultiver et protéger autrement, et dont l'ambition est bien de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans les cultures. Ce programme prioritaire de recherche soutient d'ores et déjà une dizaine de projets et il me vient à l'esprit un projet, par exemple, qui concerne directement les fruits et légumes, qui s'appelle Cap Zéro Phyto, qui est porté par des unités de recherche sur le site d'Avignon notamment. L'idée de ce projet, c'est vraiment de combiner des leviers qui permettront de réduire l'usage des produits phytosanitaires chez différentes espèces, soit en arboriculture fruitière, soit en maraîchage. Quand on parle de combinaison de leviers, on est sur des questions de résistance génétique, sur des questions de quelles solutions de biocontrôle les plus adaptées à la lutte contre les différentes maladies de ces cultures, l'utilisation et l'amélioration également des pratiques et des systèmes de culture, notamment en faisant appel à des plantes de service qui pourraient par exemple servir de piège à certains agents pathogènes, et puis également des actions un peu autres et diverses comme des stress mécaniques, des flashs d'UV qui pourraient permettre de contrôler un certain nombre d'agents pathogènes. Donc voilà une idée de projet qui a démarré depuis 1 an environ et qui concerne les espèces maraîchères et les espèces fruitières. Parole, Jean-François, un complément sur la stratégie européenne. Oui, merci. Alors, c'est très intéressant de voir cette nouvelle vague de projets qui sont liés au pacte vert de l'Union européenne, puisqu'en fait, la mission de la recherche dans ce cadre-là, c'est de faire de l'innovation pour l'Europe, pour accélérer finalement les transitions, les transformations qui sont nécessaires pour le pacte vert. Donc, c'est bien dans ce sens qu'il y a ce projet Lima qui a été introduit par Philippe et par Carole, et qui est un projet où ces combinaisons de leviers qui viennent d'être mentionnées par Carole, elles sont portées avec les acteurs des chaînes de valeur, c'est-à-dire avec des gens qui sont des coopératives qui vont être impliquées dans la valorisation économique, et à partir de là, il peut y avoir une forme d'accélération dans plusieurs régions européennes. Et on peut mentionner que INRAE est impliqué dans ce type de projet d'innovation pour le pacte vert sur d'autres sujets, la transition des systèmes alimentaires par exemple, ou encore la neutralité climatique en agriculture. Jean-François, sur le deuxième question, alors qui porte le projet, c'est nous, hein, c'est INRAE. Et donc, c'est la direction scientifique agriculture qui est en train de le boucler, qui a dû le boucler, je pense, vendredi soir tard pour être dans les délais. Et donc, c'est Christian Huyghe, que certains d'entre vous connaissent, qui en est un peu le coordinateur à ce stade. On a ensuite une question d'Isabelle Bélin de Freelance Les Échos autour de Carbios. Est-ce qu'on peut préciser les résultats obtenus, à quel stade de développement on en est? Ce que je peux vous dire, c'est que ce projet donc, qui est mené avec notre plateforme TBI sur Toulouse, c'est qu'on a réussi avec Carbios à atteindre 90% de dépolymérisation d'un PET sur une période de 10 heures. Donc, c'est assez remarquable, hein, c'est une première au niveau mondial. Ça permet de produire un premier flux de monomères qui vont pouvoir être recyclés pour faire des nouvelles bouteilles, des monomères qui auront été purifiés. Et on a pu le montrer avec l'entreprise à un niveau pilote. Et c'est en fait une productivité par rapport à ce qui se passait jusque-là dans la recherche internationale qui a été multipliée par 100 par rapport aux précédentes publications. Donc, c'est pour ça que c'était un élément majeur. Et si le sujet vous intéresse, évidemment, on vous mettra en contact avec nos chercheurs pour aller
un petit peu plus loin. Question ensuite de Nalini Lepetit pour Newstank. Quels sont les sites sur lesquels on prévoit de mettre en place une programmation commune en priorité dans les mois à venir? Alors peut-être Fabrice, tu peux en parler, ainsi que Carole, hein, puisque c'est à la fois une question de stratégie scientifique, mais aussi de mobilisation des moyens. Oui, bonjour à tous. Donc, on attend évidemment les textes de modalités d'application sur les différents outils LEPR. L'idée d'INRAE, c'est vraiment de travailler avec les partenaires, que ce soit pour les tenure track ou que ce soit évidemment avec les politiques de site. Sur les CDI de mission, on attend là aussi les modalités précises, mais ça peut être des modalités intéressantes pour certaines plateformes. Donc ça, c'est à travailler, à analyser avec l'ensemble de nos règles contractuelles. Voilà à ce stade ce que je peux répondre. Je ne sais pas si Carole, tu veux compléter. Oui, alors, oui, je vais rebondir sur la question de la politique de site. Donc, comme l'a rappelé Philippe, on est bien sur l'idée de développer des conventions d'objectifs et de moyens. Donc, on est dans une dynamique d'action en faveur d'une politique coordonnée avec les principaux sites universitaires de recherche. Alors, comme vous le savez, INRAE est implanté dans nombreuses régions françaises. Donc, on a d'ores et déjà, c'est vrai qu'on a un petit peu organisé les premières actions en fonction de la maturité des échanges que nous avions avec certains sites. Et alors, pour illustrer un petit peu mon propos, je peux vous parler de réflexions en cours avec l'Université d'Angers et potentiellement l'Institut Agro sur les thèmes du végétal, ou encore des collaborations à renforcer avec l'Université de Grenoble-Alpes sur les territoires montagnards, ou bien encore un troisième exemple avec l'Université de Lorraine et l'Institut Agro-Paris-Tech sur les questions de risque et d'adaptation des écosystèmes et des systèmes bioéconomiques. Donc, globalement, on est dans une démarche de réflexion qui a été initiée récemment pour certains sites. L'idée est bien de rentrer dans une dynamique de contractualisation avec la plupart des sites avec lesquels nous sommes en collaboration. Merci Carole. Alors ensuite, une question qui touche également à la loi de programmation de la recherche qui est posée par René-Luc Bénichou d'AEF autour des nouveaux outils de la LPR, notamment les tenure track à la française, les CDI de mission. Font-ils partie de la trousse à outils que vous comptez utiliser dans les politiques de site? Donc, je vais peut-être, Fabrice, te redonner la parole là-dessus. Oui, c'est ce que je disais. Oui, ça fera partie de notre trousse à outils en attendant quand on aura les modalités précises. Donc là, que ce soit dans le cadre de réflexion avec les instances ou avec les différents responsables au sein d'INRAE, on aura en effet une réflexion. Comme le disait Carole Caranta, on a des travaux en cours avec les régions, Bordeaux, Saclay, Lorraine, mais ce n'est que le début. Donc, d'abord, on regarde les projets, les objectifs scientifiques qu'on peut avoir en commun, et ensuite, on regarde les moyens, comme le disait Carole Caranta, la contractualisation qui va derrière. Donc là, on est plutôt dans la partie où on regarde les objectifs, les priorités communes, et dans les outils globaux, oui, on pourra avoir les tenure track, les CDI de mission, mais aussi plus classiquement, arriver à coordonner, si on y arrive, les recrutements qu'on peut faire autour d'objectifs communs ou de fronts de sciences qu'on veut développer sur le territoire. Donc là, on a une palette d'outils qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, qu'il va falloir apprendre, bien sûr, à utiliser une fois qu'on aura les modalités précises et qui rentrent dans la déclinaison de notre stratégie scientifique. Réellement. Voilà. Merci Fabrice. Et d'ailleurs, on a prévu d'en parler avec le conseil scientifique d'INRAE très rapidement. On va, et ce qui est normal, hein, c'est un sujet important pour le conseil scientifique, on va partager notre vision, la vision de la direction d'INRAE sur la mobilisation des outils, puisqu'on est attentif. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Ouais. Merci. On est attentif à ce que ces outils soient mobilisés de façon harmonieuse
et j'étais moi-même impliqué dans la préparation de la loi de programmation de la recherche, et donc je connais bien le sujet. Et j'avais plaidé dans les groupes de travail, évidemment, je vais le mettre en œuvre à la tête d'INRAE, pour que le recrutement des chercheurs reste très majoritairement basé sur la voie des concours, qui sont, je pense, appréciés par l'ensemble de la communauté. J'étais aussi attentif à ce qu'on puisse céder l'effritement de la masse salariale, ou plus exactement du nombre des effectifs permanents dans les organismes de recherche. On a maintenant des éléments qui nous permettent de répondre à ça, et c'est dans ce contexte-là qu'on va discuter avec le conseil scientifique de ce qu'on pourra faire avec ces nouveaux outils. Alors ensuite, j'ai une question de Christophe Soulard, Actuagri, l'information agricole. Quels sont les moyens financiers que vous souhaitez consacrer à ces objectifs stratégiques? J'allais dire que, par essence, alors on va avoir des moyens mobilisés sur les métaprogrammes. C'est sur chacun des métaprogrammes, Fabrice et Carole, c'est autour de 500 000 euros qui sont mobilisés chaque année en moyenne. Il peut y avoir des variations. Donc, ça, c'est, j'allais dire, le petit plus. Mais ce qui est plus important que l'argent qu'on va mettre sur ces métaprogrammes, c'est le fait que ces priorités vont embarquer l'ensemble de l'activité. Donc, à terme, ça veut dire que sur le milliard d'euros que représente le budget d'INRAE va être influencé. On va le faire de façon progressive, c'est jamais brutal, les inflexions en matière de recherche, mais on va progressivement le déployer dans l'ensemble de nos activités scientifiques. Donc, pour ça que je ne vais pas trop répondre en termes de millions d'euros. Pour moi, c'est une échelle encore plus importante. Alors, question ensuite d'Anne-Laure Barral pour France Info autour du projet French Gut, le microbiote des 100 000 Français. Quand est-ce qu'il sera présenté à la presse? Au printemps. Alors, le printemps, ça commence au printemps. Je ne sais pas si Sandrine et Cécile, vous avez les dates encore? Vraiment en cours de montage. Ouais. On n'a pas les dates. On n'a pas de date encore. C'est un peu un petit teaser que je vous ai placé là parce que je sais que ça va sortir, mais on est en cours de discussion avec l'ensemble des partenaires publics et privés qui seront associés. C'est notre plateforme Métagénopolis de Jouin Josas qui est à la manœuvre, et ça va être, d'une certaine manière, je ne l'ai pas dit, mais aussi un projet de science participative, puisque les Françaises et les Français qui y contribueront seront d'une certaine manière associés à ça. Donc, on vous fera signe, Anne-Laure, dès qu'on aura suffisamment de matière, et puis tout le monde, évidemment, pour vous présenter ce projet qui est extrêmement excitant. Une question ensuite de Damien Coulon, du Quotidien du Médecin, sur le projet Présode. Qu'est-ce qu'on peut en dire de façon concrète? Qui va être impliqué? Est-ce que les questions de financement sont déjà en cours de discussion? Jean-François. Oui, merci Philippe. Donc nous sommes très heureux d'avoir pu lancer avec nos collègues du CIRAD d'INRAE en consultation avec beaucoup d'organismes français, européens et internationaux cette grande initiative sur la prévention des pandémies en lien avec la protection de la biodiversité. Alors c'est très ambitieux évidemment parce qu'il s'agit rien moins que de changer finalement beaucoup de pressions qui ont lieu aujourd'hui et qui conduisent à des risques accrus d'émergence zoonotique, émergences qui malheureusement sont à l'origine de la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau sanitaire de manière mondiale. Donc c'est bien sûr à cette échelle internationale qu'il faut travailler. Il faut travailler avec des partenaires scientifiques, il faut travailler avec des agences qui sont des agences de santé, mais aussi du coup avec des ministères et des organisations internationales qui devront d'ailleurs exprimer fortement leur soutien à l'initiative. Donc le budget, vous le comprenez, il doit être obtenu dans plusieurs pays à la fois. S'agissant de la France, nous avons déjà une déclaration qui a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant un programme prioritaire sur la prévention des pandémies, donc un programme prioritaire national de recherche. Et nous avons également des éléments, des marques d'intérêt de l'Agence française de développement qui voudrait inscrire ce type, disons, de programme à partir de 2022 dans son agenda. Mais bien sûr, nous avons entendu aussi le soutien de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et nous revenons déjà vers ses services pour voir comment la Commission pourrait s'engager dans ce type de soutien.
Et puis, comme c'est un programme international, bien sûr, nous allons travailler avec des équipes d'autres continents et également avec les organisations comme la FAO, comme l'OMS, comme d'autres organisations des Nations Unies. Merci. Merci Jean-François. Alors, une question toujours de Damien Coulon, quotidien du médecin, sur notre lien avec la nouvelle agence ANRS maladies infectieuses émergentes qui a été présentée la semaine dernière. Alors, je vous confirme qu'on est très associé à l'INSERM et à l'agence ANRS maladies infectieuses que pilote le professeur Yazdan Pana. Et donc, on va y être associé à la fois parce que une représentante d'INRAE, Muriel Vessier, la chef du département santé animale, va siéger dans le conseil d'orientation de cette agence et on y a contribué, on a des discussions à la fois Muriel Vessier mais aussi Thierry Caquet, notre directeur scientifique environnement, avec Yazdan sur la façon dont pourrait être organisé le département One Health qui est un des départements prévus à l'intérieur de l'agence. Donc, ça va être un lien très fort. Et le projet Présode qu'on vient d'évoquer, qui est sur la prévention, donc le lien entre biodiversité, santé environnementale et émergence, va être très connecté avec le projet maladies infectieuses émergentes que pilote, qui est en train de préparer l'INSERM. C'est vraiment deux piliers qui doivent être vraiment très, très, très liés. Et c'est vraiment notre intention, à Gilles Bloch, son équipe et à moi, d'avoir j'allais dire, un partenariat très, très fort entre INRAE et INSERM. Alors, une question que je vais peut-être confier à Patrick, c'est la question de Benoît Julien de l'agence ICAL. Comment INRAE pourrait mieux poser son expertise scientifique dans les débats sociaux, notamment sur l'alimentation, où des prises de position politiques ou associatives occupent plus facilement le terrain, sous-entendu que les positions scientifiques. Peut-être plus globalement une réponse sur la façon dont on veut mobiliser notre expertise scientifique dans à la fois les débats sociaux mais aussi les politiques publiques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un de nos objectifs majeurs de l'orientation politique sur l'innovation et l'expertise et les donner plus d'impact au cœur de notre société. Donc, INRAE le fait déjà beaucoup aujourd'hui. Notre analyse, c'est qu'il faut augmenter notre capacité à avoir de l'impact en termes d'éclairage de nos acteurs publics et de la société sur nos champs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Par exemple, pas plus tard que le 14 décembre dernier, nos experts Cécile Détang-Descendre ou Hervé Guyomard ont organisé un webinaire sur la PAC, quelle politique agricole demain. Voilà, donc ça fait partie des outils que l'on souhaite développer, ainsi que notre contribution extrêmement forte en termes de mobilisation de nos experts dans le cadre d'auditions parlementaires de l'Assemblée nationale ou des Sénats, ou encore le développement de collections de 4 pages extrêmement simples, didactiques, pour apporter un éclairage simple à l'ensemble des acteurs de la société et des politiques publiques sur des thèmes comme One Health, Eco Health dont on parlait maintenant, la biodiversité, l'eau, les risques, ou l'agriculture, ou l'utilisation des produits phytosanitaires. Et bien sûr, on continuera à développer nos actions en termes d'expertise scientifique collective, qui sont des états de l'art sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles à l'instant T au niveau national et international, ou des prospectives qui servent à éclairer nos acteurs publics et la société sur des sujets de débat, de façon à augmenter notre capacité à apporter des contributions positives et solides dans le cadre du débat. Donc, il y a une autre question, je crois, sur le plan éco-phyto. Oui, tu peux enchaîner si tu veux, Patrick. Voilà, donc le plan éco-phyto est un bon exemple de sujet qui a émergé suite à une expertise scientifique collective qui avait été portée par INRAE dans les années 2003, 2004, 2005. Ensuite, ce plan a été construit au niveau du ministère de l'Agriculture, puis a associé le ministère chargé de l'Environnement, et INRAE a apporté des contributions tout au long de ce plan en termes d'actions de recherche-développement, de façon à développer des indicateurs et des outils permettant d'accompagner la mise en œuvre de ce plan. INRAE, comme dans le cadre d'autres politiques publiques, est aussi associé en termes d'évaluation de politique publique. J'ai parlé de la politique agricole commune, j'aurais pu parler de la politique de l'eau au niveau européen. Il y a aussi, bien entendu, les politiques publiques
qui prennent en charge ou mettent en œuvre l'utilisation de produits phytosanitaires. Et pour cela, INRAE est impliqué par le ministère de l'Agriculture, le ministère chargé de l'Environnement, ou aussi l'Office français de la biodiversité, ou alors l'Agence nationale sanitaire, l'ANSES, dans des comités qui aident ces acteurs porteurs de politiques publiques à évaluer in itinéré l'avancement de ces plans nationaux. Enfin, INRAE est mobilisé dans le cadre d'auditions ou d'inspections menées par les conseils généraux des ministères, dont une des missions est d'évaluer le bon avancement de ces politiques publiques. Merci Patrick. Beaucoup d'autres questions, donc on va essayer de toutes les traiter comme ça au fil de l'eau. Une question de Gilles Cressman de l'agence Biotechnologie Végétale Info. Dans le cadre du programme de santé globale, comptez-vous faire des recherches sur la génétique animale afin de lutter contre les maladies, les virus, etc. Alors ça, c'est peut-être une question pour Carole. On les prend, c'est un petit peu le miracle des conférences de presse, de façon, on les prend en live. Oui, merci Philippe. Et effectivement, donc ce sont des préoccupations qui sont au cœur de notre enjeu, de notre orientation scientifique qui concerne l'accélération des transitions agroécologiques et alimentaires. Dans ce cadre-là, on a tout un pan de recherche qui est porté par plusieurs départements de recherche à INRAE sur la transition des élevages, et puis probablement pour contextualiser ça au mieux, Philippe Mauguin a parlé de plusieurs métaprogrammes. Nous avons également lancé en mars 2020 un métaprogramme sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Donc, ça donne une trajectoire assez ambitieuse. L'idée de ce métaprogramme, c'est de produire des connaissances qui sont à même de faire évoluer les pratiques d'élevage et les systèmes de production. L'idée étant de garantir conjointement le bien-être et la santé des animaux, bien sûr tout en respectant la santé et le bien-être des humains, y compris dans les conditions de travail et le revenu des éleveurs. Donc voilà, on a un certain nombre de recherches qui ont d'ores et déjà commencé, qui s'inscrivent dans la dynamique de précédentes actions. On peut dire que le futur va être encadré par ce nouveau métaprogramme sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Carole. Alors, ensuite, on a une question très pointue de Francette Florimont, Interentreprise Martinique, Guadeloupe, Guyane, sur un partenariat avec l'Université d'Adélaïde en Australie, les équipes INRAE ont pu montrer qu'un capteur de glycémie disparaît dans l'estomac des personnes atteintes de certaines maladies. Donc là, c'est effectivement, je vois que vous suivez bien notre activité scientifique. Hein, c'est un communiqué de presse qui est paru le 26 octobre 2020 qui donne l'état de ces recherches. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'en dehors de la conférence de presse, on vous mette en lien directement avec nos chercheurs. C'est une recherche très pointue, très intéressante, et je pense qu'ils pourront vous en dire plus. Voilà, on a effectivement on peut détecter en continu le taux de glucose dans le sang, qui est évidemment un facteur clé pour l'organisme, qui permet d'anticiper les hypoglycémies, limiter les hyperglycémies, qui ont évidemment des effets délétères, notamment au cours du diabète. Et c'est avec une méthodologie d'imagerie innovante que nos chercheurs, avec Adélaïde, ont pu montrer comment le capteur du glucose, qui est situé au niveau de l'abdomen chez l'homme et chez l'animal, peut détecter en continu l'évolution du glucose. Donc, c'est utile pour trouver des futures réponses médicales qui vont permettre de mieux gérer le cycle du glucose chez les personnes issues du diabète. Alors, ensuite, on me pose la question, Laure Simon de Metanews, de revenir sur la politique de parité vis-à-vis des directrices de recherche femmes au sein d'INRAE. Peut-être, Fabrice, tu veux en dire un mot? Micro? Ouais. Oui, donc la politique vis-à-vis des directrices de recherche s'insère dans un label plus large, hein, Alliance autour de diversité et discrimination, qui lui-même s'insère dans un plan plus global au niveau ministériel.
Donc, la question des directrices de recherche, ben, c'est la question d'abord de toute la parité. Hein. Donc, on a développé aussi bien des actions de formation que de sensibilisation, une cellule d'écoute, un accompagnement des parcours. Là, sur la question des directrices de recherche, même si on est en meilleure position que dans beaucoup d'autres institutions, on a encore trop peu de femmes directrices de recherche vis-à-vis de ce qu'elles représentent, de ce que les femmes représentent dans la population des chercheurs. Donc, tout le but, c'est à la fois sensibiliser, mettre en avant des exemples un peu modèles hein, de carrière ou de parcours pour les directrices de recherche, bien sûr sensibiliser les jurys, et puis plus globalement, c'est conduire à la fois par la sensibilisation ou par l'échange les chercheuses, les chargés de recherche à prendre des responsabilités, notamment au niveau des unités, pour que leur parcours se développe voilà, même, dans les mêmes proportions que pour les hommes. Donc, on est en amélioration continue. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Peut-être que Carole les a. Moi, je ne les ai pas au pourcentage près, mais on est dans une dynamique d'amélioration. Et c'est une action qui déjà existe depuis 2017-2018 et qui, de toute façon, est en amélioration continue. C'est pour ça qu'on a voulu avoir la labellisation qui est en fait une démarche d'amélioration continue et de gestion de projet à la fois. Voilà, donc on est, voilà, sensibilisation, formation, vigilance, et puis ce qui est à la fois le plus efficace et le plus délicat, c'est vraiment que les femmes prennent responsabilité, demandent à prendre les mêmes responsabilités, notamment au niveau des directions d'unité, puisque c'est une vraie richesse. Voilà, peut-être ce qu'on peut dire au niveau des directrices de recherche. Je ne sais pas si Carole, il y a eu tout le parcours, tu voudrais des choses à compléter, je ne sais pas. Pardon, oui, Carole, effectivement, est un brillant exemple, mais pardon, comme on a beaucoup de questions, moi je les vois sur le fil, je propose qu'on puisse revenir avec la journaliste si elle le souhaite après, pour lui en dire un peu plus. Moi, ce que je vous ai dit un peu en teaser, là encore, c'est que la promotion 2021 va être probablement une promotion record, puisque je préside les commissions et que je vois ce qui est en train de monter. Et donc, on aura un excellent résultat sur le nombre de DR1 femmes cette année, peut-être un record dans l'histoire de l'établissement. Alors, on avait une question ensuite de Benoît-Julien Ical sur les productions animales, comment elles s'inscrivent dans nos orientations et selon quelles projections. C'est évidemment un sujet majeur. Alors, Fabrice, peut-être ton micro. Ah oui. Merci. C'est un élément majeur et le fait qu'on n'ait qu'un exemple à chaque fois par orientation scientifique fait qu'on a parlé des pesticides dans l'orientation transition agroécologique, mais l'élevage va revêtir une importance majeure encore dans nos recherches, avec l'idée que d'une manière à l'horizon 2030 puis 2050, on aura toujours besoin d'élevage pour une agriculture durable. Il faut le dire de façon claire. On ne peut pas concevoir une agriculture durable, selon nos chercheurs, sans production animale, parce que l'élevage contribue à boucler le cycle qu'on appelle biogéochimique, l'azote, le phosphore, la potasse, entre les cultures végétales, le sol. Et donc ça, c'est une fonction qui est utile. Ils permettent de valoriser notamment l'élevage extensif des terres qui ne seraient pas forcément très propices à la production de cultures végétales. Il contribue évidemment à l'emploi, il contribue à la culture gastronomique en France et dans le monde, et il contribue aussi à la santé des consommateurs, puisque un bon équilibre de protéines animales et de protéines végétales peut concourir à une bonne nutrition. Donc, on s'insère dans cette vision-là, avec l'idée quand même de rééquilibrer les régimes alimentaires, avec plus de protéines végétales, moins de protéines animales, à l'horizon des prochaines décennies, ce qui doit permettre de cibler un élevage de qualité qui soit plus rémunérateur pour les éleveurs, qui valorise des parcours plutôt extensifs que super intensifs, avec moins de dépendance en termes d'alimentation animale par rapport aux protéines qui étaient importées, qui sont encore importées, qui ont pu contribuer à la déforestation, on le sait, en Amazonie avec le soja, et en essayant d'améliorer le bien-être animal, qui est évidemment une attente sociétale forte. Et donc pour ça, on a un métaprogramme qui va être dédié à cette nouvelle approche des sciences pour un élevage durable. Donc on pourra y revenir si vous le souhaitez après la conférence de presse avec nos chercheurs. On a beaucoup de projets extrêmement intéressants.
Des questions sur la chlordécone. C'est Francette Florimond qui nous demande qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les Martiniquais et les Guadeloupéens qui sont évidemment très impactés par la crise de la chlordécone et qui a un niveau de contamination des sols extrêmement important. Donc, on travaille effectivement depuis longtemps, à la fois pour nos chercheurs ont montré l'étendue de la contamination des sols par la chlordécone, donc c'est un point important. L'impact aussi sur les produits, des préconisations sur ce qu'on peut faire et pas faire. On travaille notamment pour donner des conseils sur la façon de conduire les jardins familiaux pour limiter tout risque de pollution. Mais on travaille aussi avec le secteur de l'élevage antillais, les secteurs de l'élevage, pour accompagner les éleveurs qui vont pouvoir engraisser leurs bovins sur des parcelles non polluées ou dans des unités d'engraissement dédiées hors sol, pour avoir, parce qu'il y a aussi des bovins qui peuvent être contaminés, pour avoir le niveau de décontamination le plus complet possible avant d'aller à l'abattage. Et puis, on travaille aussi sur des solutions pour l'élevage des volailles, et y compris pour les particuliers qui élèvent leurs propres volailles pour l'autoconsommation, pour avoir des œufs de qualité, des œufs sans risque. Et puis aussi, d'une manière générale, on travaille sur la restauration et la dépollution des sols avec, peut-être Patrick, tu peux en dire un mot, puisque c'était des compétences qu'avait aussi mené IRSTEA depuis déjà de nombreuses années. Il y a eu au niveau des Antilles beaucoup de travaux de recherche-développement menés par l'INRA, par IRSTEA, mais aussi le CIRAD et d'autres organismes de recherche dans le cadre de l'Alliance environnementale à l'envie. Donc, il y a effectivement eu beaucoup de travaux sur le sujet du chlordécone et ça continue. Merci. Alors, une autre question de Julien Nessy, Horizon Public, qui revient sur l'orientation scientifique 5, mobiliser la science des données, le big data. Quels moyens allons-nous y consacrer? Est-ce qu'on a d'autres exemples que la télédétection? Alors oui, on en a beaucoup d'autres. Et donc, je vois que Carole est prête à répondre. D'autant plus que Carole a piloté un exercice de prospective scientifique pluridisciplinaire. On en a conduit un certain nombre les années passées. Ça nous permet de préparer les nouveaux métaprogrammes. Et il y en a un qui était dédié à la biologie prédictive, comment on utilise les données pour faire une forme de biologie prédictive ou d'écologie prédictive. Donc, peut-être, Carole, quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire sur ce domaine-là. Oui, alors c'est vraiment une orientation scientifique qui est transversale à toutes les orientations scientifiques qui vous ont été présentées par Philippe. Il y a deux grands axes. Le premier qui a été mentionné par Philippe, c'est vraiment l'idée pour étudier les systèmes complexes qui sont les nôtres et qui évoluent très rapidement sous différentes contraintes. Par exemple, l'idée est bien de développer des approches qui permettent l'intégration massive des connaissances, de mobiliser le calcul intensif, les méthodes d'apprentissage, la modélisation, la simulation. Alors, pour cela, on ne fait pas ça tout seul. On a des compétences en interne. On recrute de plus en plus de scientifiques qui ont ces compétences très orientées données, utilisation et analyse. Mais on travaille également beaucoup en collaboration avec des organismes de recherche partenaires et notamment l'INRIA. Donc, par exemple, on est en train de lancer un métaprogramme sur la biologie numérique pour explorer et prédire le vivant. L'ambition de ce métaprogramme auquel contribue INRIA est bien d'essayer de développer des projets de suivi in silico de systèmes biologiques selon le concept de jumeaux numériques. Et par exemple, on pourrait envisager, alors c'est à l'état de réflexion, je ne dis pas que c'est quelque chose qui a commencé, mais on est en train d'y réfléchir dans le cadre de ce métaprogramme, c'est d'essayer de développer des modèles d'organoïdes qui pourraient permettre de faire de l'expérimentation in silico et ainsi limiter l'expérimentation animale. Donc ça, c'est un premier axe. Et le second axe, on est plus sur des questions d'agroéquipement, en particulier pour la transition agroécologique.
aller vers cette transition finalement génère de nouveaux besoins de recherche en termes d'agroéquipement, que ce soit des machines, des robots, des capteurs, des OAD, mais aussi des technologies numériques associées de type matériel ou logiciel qui soient compatibles avec des nouveaux itinéraires techniques. Donc, pour travailler tout cet axe de recherche, on s'associe avec des partenaires socio-économiques, bien évidemment, et on travaille également ça avec l'INRIA, qui est un partenaire de choix. Par exemple, on est en train de rédiger un livre blanc sur ce sujet qui est en cours de finalisation sur le numérique et l'agriculture. Donc voilà pour illustrer un petit peu. Et donc pour les compétences, c'est des compétences qui sont recherchées, qui montent en puissance. Il y a une certaine appétence des jeunes scientifiques du domaine pour les questions liées à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et puis, donc on monte en puissance en interne et puis on travaille en collaboration avec nos partenaires publics et également un certain nombre de partenaires socio-économiques. Voilà. Donc, on va bientôt finir, je le dis, pour les uns et les autres, puisqu'on a à peine débordé notre créneau. On a peut-être, je vais aller à la question de… Alors, Valérie Noël de Contexte, qui me pose une question qui est une bonne question stratégique, dans 10 ans, quelle part de votre recherche espérez-vous effectuer dans le cadre du partenariat avec les universités et dans le cadre des partenariats avec les acteurs extérieurs? Alors, c'est pas simple d'y répondre, mais je vais essayer quand même d'y répondre un peu en vous disant qu'on a déjà aujourd'hui 2/3 de nos unités de recherche qui sont des unités mixtes de recherche avec les universités et les écoles. 2/3. Donc, on a d'ores et déjà, et ça va plutôt augmenter dans le futur. Et ça veut dire que c'est des équipes, je ne dirais pas que c'est des PME, il ne faut pas exagérer, elles sont quand même dans un établissement public, mais qui ont une vraie agilité, avec une programmation scientifique qui est conjointe. Et ça n'existe nulle part ailleurs, dans je pense, le secteur public, d'avoir cette forme d'hybridation. Alors, il y a des agents INRAE dedans, il y a des agents de l'université, il y a des agents d'AgroParisTech, il peut y avoir des agents du CNRS. Donc ça, c'est très fort. Et le fait qu'on veuille aller vers une meilleure programmation à moyen terme de nos investissements, ça va aider ces équipes à avoir une meilleure lisibilité. Donc, on va conforter ça. Et si je reprends maintenant votre question au niveau international et européen, je dirais qu'on est passé en quelques années avec l'indicateur des publications scientifiques, qui est vraiment l'output important dans la recherche, les publications dans les revues à comité de lecture. On est passé de, on va dire, peut-être 40 à 45% des publications qui étaient faites avec des chercheurs européens ou étrangers à plus de 50%. On n'est pas loin de 50%, de 55% sous le contrôle de Jean-François de nos publications avec des partenaires scientifiques. Et c'est équilibré entre le intra-Europe et le extra-Europe. Et quand on fait une publication ensemble, ça veut dire qu'on a bossé ensemble. Donc, on n'est pas loin d'aller vers les 2/3. 2/3 physiquement présents, c'est déjà acquis en France, dans des unités mixtes, avec les écoles et les universités, et en plus, avec ces réseaux de partenariat. Et comme on en a fait une priorité pour l'Institut, ça va devenir très important. Et je pense que c'est un enjeu majeur, encore une fois, pour notre capacité à relever les défis qu'on vous a présentés. Parce que vous pourriez vous dire, c'est quand même très ambitieux tout ça. Et même avec nos 12 000 agents, comment vous allez réussir à travailler sur tous ces sujets? Et je pense qu'on va y arriver à la fois parce qu'on est très mobilisés en interne et qu'on a des équipes très compétentes, mais aussi grâce à ce réseau de partenariat renforcé. Jean-François, un petit mot, puis après on va essayer de conclure la conférence. Oui, merci Philippe. Alors, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que en nombre de publications annuelles, ce sont les publications avec l'Europe ou le grand international qui augmentent. Le nombre de nos publications annuelles avec uniquement des partenaires français est en fait stable. Donc, vous voyez, on a vraiment ce mouvement d'internationalisation. Ce qui est frappant aussi, c'est que il y a un système qui est développé par une entreprise qui permet d'analyser quelles publications portent sur les grands enjeux mondiaux, les objectifs du développement durable. Et en fait, INRAE est un contributeur majeur classé dans les 7 premiers sur 3 objectifs du développement durable.
on contribue, par exemple, sur les enjeux de santé, on contribue sur les enjeux au climat, sur les enjeux biodiversité de manière importante. Donc, je crois que cette orientation montre bien à quel point notre communauté scientifique, qui est aussi internationale, se mobilise sur les grands défis. Jean-François, il y avait 2 petites questions, mais que je ne vais peut-être pas trop développer. Le rapprochement INRAE-CIRAD n'aura pas de conséquences en termes d'organisation aux Antilles. Hein, c'est un rapprochement qui est un rapprochement sur l'Afrique avec une stratégie de recherche organisée, mais ce n'est pas un rapprochement de type fusion, un rapprochement organisationnel. Et puis la question de Marianne Loison de Freelance sur les priorités pour la production de protéines végétales au-delà du projet Terrinovia. Je vous renvoie à 2 choses. Le dossier de presse qu'on va vous repasser, qu'on avait fait sur l'enjeu global stratégique des protéines végétales. Et puis ensuite, peut-être des échanges, si vous le souhaitez, avec notre direction scientifique agriculture, parce que c'est vraiment un axe majeur. Et on va travailler depuis la génétique, Carole aurait très bien pu le développer aussi, depuis la recherche pour améliorer les rendements des légumineuses, de toutes les sources de protéines végétales, sur l'approche agronomique, sur la transformation des produits. On a une approche vraiment globale sur ce segment qui est majoritaire, enfin, qui est majeur pour nous. Voilà, merci à toutes et à tous, à la fois aux collègues de la direction générale qui m'ont accompagné, à la direction de la communication qui a fait, je crois, une super préparation et qui va vous préparer aussi un très beau webdoc pour aller plus loin. Puis merci surtout à vous, les uns et les autres, qui nous avez accompagnés malgré le distanciel, pour partager la passion de nos chercheuses et de nos chercheurs. Et vous pouvez, pour toute question complémentaire, vous rapprocher de la communication et on poursuivra le dialogue. Très belle semaine à toutes et à tous. Merci, à bientôt, j'espère.